Bonjour mes amis. Alors, l'histoire Ramadan connaît un nouveau rebondissement et j'ai l'impression qu'elle va remplacer le Monopoly durant les semaines qui viennent parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses il y a il y a beaucoup de tiroirs qui n'ont pas encore été ouverts. En tout cas, à titre personnel, c'est une histoire qui m'a choqué. Je vais vous dire pourquoi elle m'a choqué. Parce que j'ai grandi dans un environnement extrêmement islamisé, hein, comme vous le savez, et je n'ai jamais placé une très grande foi dans l'intégrité des prédicateurs qui nous entouraient. Je savais que beaucoup parlent de religion d'un côté, mais on va dire ils sont assez pervers d'un autre côté. Et malheureusement, et ça je ne sais pas comment l'expliquer, c'est que à chaque fois que des événements, même si cette perversité ou cette déviance a été amplement illustrée par beaucoup de faits divers dans le passé, eh ben, à chaque fois qu'il y a une nouvelle pierre qui est rajoutée à l'édifice, je, suis, je vis encore cela dans le choc. C'est très particulier en fait. Je sais pas comment ça. Je suis sûr qu'en termes psychologiques, ça doit avoir un nom extrêmement épouvantable, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça. C'est un peu comme si tu as grandi dans une église ou- qui a été touchée par le fameux scandale des abus sexuels. Et malgré tout, chaque fois que tu lis la news d'un prêtre qui a abusé d'un enfant, ça te rechoque encore. Je ne sais pas je ne sais pas comment expliquer cela mieux au-delà. Enfin, Tariq Ramadan, cette histoire, je pense qu'elle a une dimension politique. Je ne veux pas la politiser par la force, mais je pense qu'elle a une dimension politique. Pourquoi? Parce que les allégations sexuelles de son comportement sexuel, ça fait quand même bien, allez, on va dire 20-30 ans que ça dure. C'est, je pense, à l'époque où ça a commencé, l'URSS était toujours là, hein, était encore là. D'accord. Donc, le fait que soudainement aujourd'hui ça ressorte, c'est que moi je pense que c'est une sorte d'affaire DSK. DSK, son comportement au niveau sexuel était connu depuis toujours. C'est un secret de polichinelle. C'est comme la même chose pour Ramadan. Mais le jour où on a un intérêt soudain à le faire tomber, on l'utilise. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu ça, on l'a inventé. Ce n'est pas cela. C'est que c'est des dossiers qui sont gardés sur chaque personne. Chaque personne en connaît son point faible. On garde des dossiers. Et puis, au départ, pendant longtemps, on garde le silence parce qu'on a besoin que la personne continue à faire ce qu'elle fait. C'est pas grave. Mais le jour où on a envie de la faire tomber, on utilise le dossier. Tout à coup, on découvre que, bon, voilà. Euh, Tariq Ramadan représente l'islam du Qatar. Il faut comprendre que Tariq Ramadan, c'est le Qatar parce que il est comme cul et chemise. Je ne sais pas qui est le cul qui est la chemise dans l'histoire, mais avec les dirigeants du Qatar et les prédicateurs du Qatar et tout ça, il y allait régulièrement et tout, il s'en est jamais caché. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est devenu de plus en plus influent. Il murmurait aux oreilles d'un certain nombre de dirigeants européens. Il les rencontrait, il le consultait pour l'islam et tout. Donc, il peut être vu comme quelqu'un qui va porter l'influence, qui va porter en avant l'influence de l'islam du Qatar. L'islam du Qatar est en compétition avec l'islam de l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite et le Qatar, ça va pas très bien entre eux depuis quelques mois. L'Arabie Saoudite ne peut pas juste yéméniser le Qatar, ne peut pas juste aller bombarder comme ils l'ont fait au Yémen, qui est un endroit oublié des dieux et des hommes. Il y a beaucoup d'intérêts financiers, il y a beaucoup d'enjeux, ils ne peuvent pas juste aller le vitrifier comme ça. Par contre, effectivement, en termes d'influence, c'est vrai que l'agent d'influence par rapport à l'Arabie Saoudite, vu de l'Arabie Saoudite, Ramadan serait l'agent d'influence de l'islam du Qatar et de la politique du Qatar. Donc c'est vrai que il peut être au centre d'une guerre entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le jour où il a été mis en garde à vue, le Qatar l'a déclaré persona non grata. Ça signifie qu'il n'est plus le bienvenu au Qatar. Je pense que c'est un move du Qatar dont le but est de le sauver en quelque sorte, parce que il le déclare persona non grata en espérant que l'Arabie Saoudite va lâcher un petit peu l'accélérateur là-dessus. Mais ça n'a pas marché, c'était un peu trop tard. Donc, revenons sur l'affaire maintenant. Je pense qu'elle a une dimension politique. Pour moi, c'est une affaire DSK bis.
Est-ce qu'il va, est-ce qu'il va faire de la prison, être condamné à 15 ans de prison et tout, dans le cadre du code pénal français et tout? J'en doute. Je pense que ça va finir un peu à la DSK. Mais si vous remarquez DSK, euh, il est sorti effectivement, finalement, hein, mais il est sorti sali. Et puis, sa carrière politique et tout a été brisée, a été cassée. Il a été mis hors d'état de nuire. Ok. Je pense que pour Ramadan, c'est pareil. Je pense qu'il finira dehors, mais il n'aura plus l'aura qu'il avait avant. Il ne pourra plus aller dans les universités, il ne pourra plus avoir l'influence qui était la sienne, il ne pourra plus avoir porte ouverte chez les différents dirigeants européens et tout ça. Alors, revenons sur les faits. Il a été accusé par deux femmes de viol. Et quand je dis de viol, c'est comme ça que ça a été qualifié, mais je pense que c'est faute de trouver un meilleur mot. Je vous explique. Quand vous demandez aux personnes je vais la faire avancer tout doucement. Voilà. Et en fait, il y a deux femmes qui ont porté plainte contre lui. Et leur témoignage rejoint le témoignage que j'ai lu dans la presse suisse, à l'époque où il était enseignant à l'université en Suisse. Il était sorti, des filles ont déclaré qu'il était sorti avec elle. Et je me rappelle de plusieurs témoignages qui disaient, où la fille en question dit « J'étais consentante ». Donc elle est sortie avec lui de son plein gré pour avoir des relations sexuelles de la part de la fille qui était consentie. Mais en fait, elles ont subi des trucs absolument extraordinaires qui dépassaient leur entendement, qui dépassaient le cadre de ce qu'elles croyaient avoir consenti pour. D'accord. Dans le cadre de ces deux plaintes qu'il y a contre lui, nous sommes exactement dans la même catégorie. C'est des femmes qui ne disent pas j'étais tranquillement en train de faire du jogging ou autre, il a débarqué, il a sorti un couteau, il m'a violé. Ce n'est pas ça. C'est pas cette vision d'Épinal qu'on a souvent du viol, ou ce viol très, très classique, très traditionnel qu'on connaît, où quelqu'un va forcer une femme qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît, mais qui va la forcer à des relations sexuelles alors qu'elle n'est pas consentante. Ce n'est pas ça. C'est des femmes qui, à la base, sont consentantes pour des relations sexuelles, mais elles vont obtenir bien plus que ce qu'elles ont consenti pour. C'est ça, en fait, l'idée. Je vous raconte. Le témoignage le plus net, le plus clair, c'est celui de cette femme qui se fait appeler Christelle, je pense. Alors, c'est un témoignage très intéressant. Alors, elle raconte qu'elle est, juste pour vous situer rapidement, elle est d'origine, on va dire, chrétienne, elle était catholique. Et puis, à un moment donné, elle a un accident de voiture, elle se casse une jambe, en fait, elle en perd presque l'usage, et elle circule avec une canne. Et elle se retrouve, je pense, désocialisée suite à cela. Vous savez, c'est très normal, des personnes suite à une séparation, un divorce, un accident, une maladie, un changement comme ça brutal dans la vie, peuvent se retrouver diminués psychologiquement, affaiblis, désocialisés, ça arrive. À ce moment-là, elle commence à s'intéresser à la communauté musulmane, parce qu'il faut savoir que l'islam a cet avantage-là, c'est qu'il est extrêmement communautaire. Il y a beaucoup de gens qui étaient seuls à un moment donné de leur vie. Une fois qu'ils se convertissent à l'islam, ils vont soudainement se retrouver entourés. Ils sont invités, des gens viennent chez eux. Ils rencontrent ce côté, on va dire, loukoum de l'islam, parce qu'il y a une communauté qui te soutient et tout, qui n'hésite pas après à te faire des choses abominables, hein, comme on va le raconter. Mais le truc, c'est qu'il y a ça, il y a ce côté-là. Et ça l'a attiré. Alors elle a commencé à lire les hadiths, comme elle dit, elle a lu le Coran, tout ça. Je pense qu'il a échappé à son attention durant cette lecture le rôle réservé à la femme dans cette idéologie. Donc, à un moment donné, elle dit qu'au hasard des échanges d'emails avec le groupe
dans lequel elle était en ligne. Elle rentre en contact avec Monsieur Tariq Ramadan. S'ensuit une histoire qui va durer des semaines ou des mois d'échanges électroniques. Et à un moment donné, elle se marie avec lui sur Skype. Il y a une sorte de mariage urfi qui se fait sur Skype. Bon, je vous dis que l'institution du mariage est en très mauvaise posture, hein, que ce soit chez les musulmans, comme je viens de vous le dire, ou bien chez les non-musulmans, pour des raisons que je n'ai pas envie d'évoquer maintenant, mais pour vous dire qu'elle s'est mariée avec lui sur Skype. Ça signifie que lui voulait faire les choses, on va dire, il voulait être carré, nonobstant ce qui va suivre. Il voulait quand même être carré côté religion. Tout blindé, tout bétonné, c'est toujours une bonne chose. Alors, elle vit une sorte de rêve, hein, parce que je vous l'ai dit déjà dans la dernière vidéo où j'ai évoqué le cas Ramadan, c'est quand même beaucoup de femmes dans les milieux musulmans, pardon. Beaucoup de femmes dans les milieux musulmans sont extrêmement amoureuses de lui, elles le trouvent séducteur, elles le trouvent beau, elles le trouvent attirant, tout ce que vous voulez. Donc pour elle, elle est tombée sur l'alpha musulman, elle est tombée sur le top, le gros lot en quelque sorte. Et à un moment donné, elle va le rencontrer dans un hôtel où il donnait une conférence. Souvent, les conférences arrivent dans les hôtels, ils louent des salles et tout ça. Et la conférence était entre autres sur la Palestine. Je pense que je ne vais pas commenter plus que ça, malgré la tentation que j'ai de commenter un petit peu sur comment la Palestine est utilisée littéralement pour baiser les gens, hein, vous l'avez compris, je pense. Hein, et ce cas va l'illustrer de manière extrêmement graphique. Alors, on n'en dit pas plus. Alors, elle dit, toujours dans son témoignage, elle est en train de discuter avec lui au lobby de l'hôtel, et puis après, ils sentent qu'il y a trop de regards sur eux. C'est tout à fait normal, tout à fait logique jusque-là. Il est connu, j'imagine que beaucoup de gens qui viennent assister à la conférence passent la nuit à l'hôtel, ils commencent à les voir et tout. Bon, les gens jasent, vous savez, les gens sont comme ça, ils parlent beaucoup de nos jours. Ils viennent même en ligne faire des vidéos, discuter et tout. Alors, à ce moment-là, il lui dit, montons à la chambre, on sera plus tranquille. Et elle va l'accompagner à la chambre. Alors, jusque-là, je pense que la nana, ça fait très longtemps qu'elle connaît le gars, qu'elle discute avec lui. Il y a une romance claire entre eux. Elle accepte un mariage, même futile, un mariage sur Skype, mais c'est mariage quand même. Un jour, on se mariera par correspondance. Hein, je vais dire, t'envoies la demande et on te répond comme quoi t'es marié. Mais, et puis, elle vient le rencontrer dans son hôtel et elle décide de monter avec lui dans sa chambre. Donc, si vous voulez, si j'étais jury assis comme ça dans un tribunal, il est raisonnable pour moi de penser qu'il y a une attente, une possibilité de relation sexuelle. Je pense dans la tête des deux. Mais en fait, ça va au-delà de la relation sexuelle. Alors, elle dit qu'elle est dans la chambre, elle est sur le lit, hein, comme par hasard, elle est assise sur le lit, elle masse sa jambe, autre, je pense qu'elle avait constamment mal à la jambe, c'est normal. Et elle dit, soudain, il arrive et était comme un monstre. Alors, moi, j'aime pas la soudaineté d'histoire, parce que vous avez remarqué que depuis que je vous raconte depuis le début, on va crescendo. Il n'y a personne qui a été choqué par l'évolution de l'histoire. On est crescendo depuis le début. Et soudainement, là, il y a une sorte de falaise, il y a une sorte de coupure brutale dans le narratif, dans l'histoire. Quelqu'un m'a dit, n'utilise pas le narratif, c'est un anglicisme, ok. Il y a une coupure brutale dans l'histoire, et on arrive soudain, le gars, il ressemble à un monstre. Je pense, c'est personnel, je n'étais pas là, mais je pense que la victime a omis un certain nombre de détails qui auraient peut-être à son sens montré qu'elle avait un consentement pour des relations sexuelles normales. Peut-être qu'il y a eu des préliminaires ou des trucs comme ça, mais elle ne veut pas dire parce qu'elle a peur de, on va dire, de lui donner des arguments pour sa défense. Donc elle dit qu'elle était juste assise sur le lit, puis soudainement il arrive d'échanger. J'aime pas la soudaineté de la chose, enfin. Toujours est-il que là vont s'ensuivre des relations sexuelles extrêmement brutales, une attaque sexuelle très très brutale, semble-t-il, qui finit par, et là c'est très scabreux ce que je vais vous dire, boucher les oreilles des enfants, mais c'est étalé partout dans le journal. Je suis étonné que
que c'est par des prédicateurs extrêmement musulmans qu'on arrive à raconter ces histoires en public, il la met à la fin de la chose, il la met dans la baignoire et il va uriner dessus. C'est ce genre de pratique, je pense, si la vidéo de la scène avait été enregistrée et postée en ligne, il y a énormément de sites de vidéos X qui l'auraient retiré, qui l'auraient modéré, qui l'auraient censuré. Juste pour vous dire. En fait, la personne va se retrouver au centre de pratiques sexuelles. D'ailleurs, j'ai du mal à appeler ça sexuel. Pour moi, c'est une abomination. Ça n'a rien à voir avec la sexualité. Mais bon, disons pratiques sexuelles, pour le moment, extrêmes. Qui sont sur la domination, qui sont sur l'utilisation, comme dans ce cas d'urine et tout ça. Elles se retrouvent, et je pense que c'est à cela que faisaient allusion les filles ou les étudiantes qui étaient sorties avec lui, qui se sont retrouvées exposées à ce genre de choses. Elle disait, j'étais consentante, mais j'ai eu des choses, et certaines ont eu peut-être la pudeur de dire les choses aussi clairement. Vous savez, moi, pour les étudiantes en question, je vous dis, même si je pense pas qu'elles ont mérité ce qui leur est arrivé, j'étais personnellement étudiant, et pendant longtemps, j'étais nourri de grec et de latin, je vous l'avais dit. Nourri de grec et de latin, et j'ai failli mourir de faim, comme pour paraphraser Jules Vallès. Mais toujours est-il que j'ai du mal, en tant que... Je me rappelle l'étudiant que j'étais, je savais que certaines filles couchaient avec des profs pour obtenir de très bonnes notes, pendant que nous autres étudiants, nous passions des nuits blanches à étudier. Et c'est vrai que j'ai du mal à avoir, on va dire, une pitié sincère, une sympathie sincère pour ce que ces filles ont subi. Vous comprenez? C'est... Enfin, coucher avec le prof, c'est bien, mais au moins, il a la décence de ne pas venir après tenter de jouer sur notre fibre morale, jouer sur le fait que nous soyons des gens honorables, et vouloir obtenir notre sympathie, en racontant que tes turpitudes n'ont pas fonctionné comme tu l'aurais voulu. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça un peu. C'est un peu comme ça que je le perçois. Je suis désolé, ça a l'air un peu dur quand je le dis, mais c'est un peu ça mon sentiment par rapport à ça. C'est, tu peux pas aller taper le prof et après dire ça s'est mal passé. Parce que si ça s'était bien passé, je suis sûr que tu ne serais pas venu nous le dire. Donc, enfin, nous vivons dans un monde un peu bizarre. Alors, cette femme, qui s'appelle Christelle, donc, dit qu'elle était s'est sentie extrêmement mal par rapport à ce qui s'était passé. Et il lui aurait dit, écoute, ne l'ébruite pas parce que c'est pas bien pour la cause. Alors la cause palestinienne, quoi. C'est vrai que ce que je vous ai dit tout à l'heure de manière un peu graphique est justifié, à plein de niveaux. En fait, le truc, pourquoi je dis que ça va finir par comme l'affaire DSK, parce que les deux femmes qui ont porté plainte contre lui, les deux étaient jusqu'à un certain point consentantes pour des relations sexuelles à la base. Okay, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la première était, il y a très peu de temps, était une salafiste extrême. Et aujourd'hui, elle est une féministe extrême. Elle est passée du fantôme complet, du voile et tout ça. Elle est passée à veste en cuir et tout, et je vais faire tomber le gars qui à l'époque était le gourou de ce que j'étais. Okay. C'est vrai que un témoin pareil, quand il arrive devant un jury, imaginons qu'il ne s'agit pas de Ramadan ni de quoi que ce soit, que je suis juste un jury assis comme ça, si l'avocat de la défense me présente comment le témoin était il y a 2 ans et que je vois ce changement radical dans l'attitude du témoin, ce témoin-là ne va pas être vu comme quelqu'un de stable. D'accord ? Parce que il y a des changements extrêmes, rapides, fluctuants dans la vie de la personne. Elle est comme ça aujourd'hui, elle était comme ça hier, je ne sais pas comment elle sera demain. Et donc c'est vrai que la parole d'une telle personne est en général placée entre guillemets. La deuxième personne est officiellement vulnérable. D'accord ? C'est une personne qui souffre vraiment, j'ai lu son témoignage. Il y a une vraie souffrance, il y a une souffrance authentique, c'est vrai.
mais en même temps, il y a une vulnérabilité. Et en général, la vulnérabilité, généralement, elle va à l'encontre de la crédibilité. C'est ça le truc, c'est que elle a été, elle est partie dans une histoire, elle était mal, elle a eu une sorte de miroir aux alouettes. Elle a suivi cette histoire-là. Finalement, ça s'est mal passé. Elle a été soumise à des relations sexuelles extrêmes, dégradantes, alors qu'elle s'attendait à une romance, ou elle s'attendait à des relations qui soient dans la continuité de la romance en question. Donc on peut facilement imaginer son amertume. Et de sorte que je pense personnellement qu'une fois devant un tribunal, avec un vrai juge, de vrais avocats et tout ça, euh, le problème qu'il y aura pour l'accusation, c'est que cette accusation va reposer sur des témoins extrêmement volatiles. D'accord? Premier témoin qui est volatile, de toute façon, qui n'a même pas voulu l'affronter lors de la garde à vue. Donc l'affrontera-t-elle dans un tribunal? Confirmera-t-elle ses dires face à lui? Parce qu'à un moment donné, il va falloir aller là-dedans. Hein. Alors quand il faut descendre dans l'arène, dire les choses. Et dire les choses tout en restant crédible. Et il faut savoir que la personne qui dit qu'elle a été violée et la personne qui est là aujourd'hui face au tribunal ne sont pas les mêmes. Hein. À l'époque, il y avait une salafiste. Et aujourd'hui, il y a une féministe. Donc c'est vrai que si la féministe regarde ou juge la vie de la salafiste qu'elle était à l'époque, c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments pour lesquels elle va avoir un jugement différent que ce qu'elle était à l'époque. Sauf que le jugement va se focaliser sur ce qu'a fait la salafiste, parce que ce qu'en pense la féministe aujourd'hui. Alors que la féministe d'aujourd'hui pense que la salafiste a eu des relations dégradantes, ou des relations qu'elle n'aurait pas dû avoir, ou qu'elle a été manipulée ou autre, moi je veux bien. Sauf que c'est un jugement a posteriori de quelqu'un qui a changé de dimension intellectuelle, qui a changé de positionnement, qui a changé d'échelle de valeur. Donc c'est vrai que un tel témoignage, plus la volatilité du témoin qui est changé beaucoup comme ça, c'est vrai que ça laisse un peu sur sa fin. L'autre témoin qui est quelqu'un de vulnérable, officiellement vulnérable aussi, c'est vrai que il y a des jours où cette lumière tient une demi-heure et d'autres où elle s'éteint toutes les 5 minutes. Donc, je disais que l'autre témoin va être également dans la même... va te traiter également de la même manière. C'est vrai que l'histoire, la façon dont je la vois, je peux me tromper bien sûr, hein, on verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. L'histoire pour moi risque de finir comme celle de DSK. Il peut finir dehors, ou il peut finir avec peut-être une peine d'amende, ou une peine réduite, ou des dédommagements à payer aux femmes en question, ou autre. Mais je ne le vois pas faire 15 ans de prison, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, sa carrière en tant que porteur de l'islam du Qatar et tout ça va se terminer. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire que l'islamisation de l'Occident sera ralentie pour autant. Non, c'est bon, un de perdu, 10 de retrouvé. Hein, les prédicateurs, il y en a à l'appel, hein, et il y en aura d'autres. Enfin, je vous laisse, mes amis. Merci d'avoir été là, et puis je reviendrai demain ou après-demain pour un commentaire hebdomadaire de news. À bientôt.